Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libremédia. Aujourd'hui, on se penche dans le cadre de cette couverture spéciale sur la visite éclair de Javier Milei en Argentine, en Espagne bien sûr, puisqu'il est le président argentin. Je suis accompagné de Nicolas Klein, qui est l'un des meilleurs spécialistes de l'Espagne. Monsieur Klein est hispanologue. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc, écoutez, nos auditeurs connaissent déjà ce personnage, finalement, qui est Javier Milei, hein, ce personnage très coloré qui est décrit, souvent comme de tendance libertarienne. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est moins vrai. On parle carrément d'une crise diplomatique que M. Javier Milei aurait amplifiée, si on peut dire, lors de ce dernier séjour. Pouvez-vous nous résumer, premièrement, comment s'est déroulée un peu cette fameuse visite éclair à Madrid de Javier Milei? Alors oui, c'était effectivement une visite, éclair parce qu'il est resté, seulement quelques heures en fait, un peu l'après-midi et la soirée à Madrid avant de partir en Allemagne où il était attendu. En fait, il était invité à 2 cérémonies différentes. La première se déroulait à ce qu'on appelle la Maison royale du courrier, qui est le siège de la présidence de la région de Madrid. Il y était invité donc par la présidente régionale de Madrid, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, qui lui a remis, ce qu'on appelle la médaille internationale de Madrid. Alors c'est une récompense qui est remise par les autorités régionales madrilènes. Ça peut être à des chefs d'État étrangers, mais pas seulement, hein, ça peut être à des personnalités aussi d'autres ordres d'idées. Et il était attendu ensuite à la fondation Juan de Mariana, qui est une fondation, un think tank libéral, on pourrait dire, espagnol, où il recevait aussi un prix. Donc il s'est d'abord effectivement rendu à la Maison royale du courrier. Il a reçu le prix des mains d'Isabel Díaz Ayuso et puis ensuite chacun est intervenu ensuite lors d'un bref discours. Alors Isabel Díaz Ayuso l'a invité, heu, certains diront par proximité idéologique. Je crois que cette proximité idéologique est relative. Alors c'est vrai qu'Isabel Díaz Ayuso, est une figure importante de la droite en Espagne. Beaucoup diront de la droite libérale. C'est vrai qu'elle peut avoir par certains côtés des aspects un peu libéraux, notamment de dérégulation du marché, de baisse des impôts régionaux. Mais elle est quand même beaucoup moins libérale que Javier Milei, hein. Elle n'est pas anarcho-capitaliste, qui est l'étiquette qu'on attribue souvent à Javier Milei, à tort ou à raison. Oui, oui. Elle est beaucoup plus modérée que lui. Et d'ailleurs, dans les personnalités et les partis politiques importants en Espagne, il n'y a pas vraiment d'équivalent de Javier Milei. Même Vox, à la droite radicale, n'est pas aussi libéral que Javier Milei, hein, Je voulais aucun justement vous poser la oui? question, vous avez ouvert la porte. Donc, en Espagne, l'idéologie portée par Javier Milei n'est pas n'est ni populaire, ni représentée par des organismes, ou ne serait-ce que le think tank qui lui a remis ce fameux prix. Alors si, effectivement, pour l'Institut Juan de Mariana, on en est déjà un peu plus proche, mais c'est pas un parti politique. Là, je parlais uniquement sur le plan des partis politiques, effectivement, il n'y a pas de parti qui soit aussi radical que Javier Milei. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de partis politiques plus ou moins libéraux ou de personnalités plus ou moins libérales, mais on ne va pas aussi loin que Javier Milei. Il y a des penseurs, il y a des instituts, il y a des groupes de pensée, il y a des formations politiques beaucoup plus modestes qui n'ont pas de représentation nationale. Mais pas de parti politique vraiment avec une assise électorale importante. Hem, je pense cela dit que qu'Isabel Díaz Ayuso l'a invité d'une part parce qu'il y a une proximité idéologique relative, comme je le disais, et aussi pour une question de politique intérieure parce que Javier Milei est en froid avec le président du gouvernement national espagnol, avec le gouvernement national espagnol, et que c'était une façon aussi pour Isabel Díaz Ayuso comment dire? De se positionner une fois de plus par rapport à ce gouvernement qui est un gouvernement, on va dire, de gauche, pour simplifier. C'était une façon pour elle, quelque part, de rappeler son positionnement idéologique et son opposition à ce gouvernement. Je crois que c'était surtout ça, effectivement. Javier Milei en a profité lui aussi, hein, pour, enfoncer le clou dans son opposition à Pedro Sánchez, au président du gouvernement espagnol, et pour s'opposer de nouveau au socialisme. En disant voilà, ben, Madrid est une très belle ville, la région de Madrid est une région très bien gérée, ne vous laissez pas attirer par les sirènes du socialisme. C'était un peu son discours aussi à la Maison royale du courrier. Oui, parce que la région madrilène, et on avait parlé ensemble à causeur à l'époque de la pandémie, c'est une région qui, non seulement a
une certaine identité conservatrice, mais qui a résisté d'une certaine façon à ce qu'on a appelé le sanitarisme durant la pandémie. Donc, est-ce que la région de Madrid est réputée pour être plus à droite historiquement? Oui, alors c'est très net. En fait, la région de Madrid est dirigée par la droite depuis 1995, sans discontinuer. Et pour ce qui est de la mairie de Madrid, sans discontinuer à droite depuis 89, en dehors d'une parenthèse 2015-2019 où il y a eu une maire de gauche radicale. Mais sinon, la droite est très largement dominante à Madrid. Alors, c'est le Parti populaire, c'est-à-dire que c'est le parti de la droite classique espagnole. Mais à Madrid, à la fois région et ville, mais plus encore région, parce que ce sont les régions, les communautés autonomes en Espagne, hein, qui ont le gros du pouvoir à l'échelle locale. À Madrid, c'est une droite du Parti populaire qui est plus libérale que le Parti populaire national. C'est très marqué, en fait, depuis le début des années 2000, depuis le mandat d'une, femme qui est toujours vivante, hein, qui s'appelle Esperanza Aguirre. C'est une droite effectivement plus libérale, plus favorable à la dérégulation, plus favorable à la liberté individuelle, à la liberté de l'entreprise que la droite nationale espagnole. Il y a une coloration plus libérale de la droite, madrilène. Alors après, c'est le problème de ces étiquettes, c'est-à-dire que, libéral, ça veut dire quoi? Il y a sans doute des personnalités, des penseurs qui vont dire que non, c'est pas une droite libérale, d'autres que oui, donc je préfère avertir, hein, le spectateur. En fonction de sa propre sensibilité, ça lui paraîtra libéral ou non, mais en tout cas, généralement, Oui. on classe cette droite madrilène plutôt dans une aile libérale. Pas aussi radicale, comme je le disais, que Javier Milei, mais quand même une droite plus libérale que le Parti populaire au niveau national. Entendu. On parle carrément d'une crise diplomatique, donc qui a commencé il y a quand même un certain nombre de semaines quand Milei a qualifié l'épouse de Pedro Sanchez de corrompue, parce que Oui. l'épouse du chef du gouvernement espagnol, je pense qu'il y a une enquête autour de certaines de ses activités. Mmh. Donc, et Javier Milei, qui on le sait, en québécois, est très bon pour se pogner, c'est-à-dire pour avoir des conflits sur les réseaux sociaux avec d'autres présidents latino-américains. Par exemple, le président colombien Gustavo Petro. Donc, c'est Mmh. quelqu'un, disons, qui est assez à l'aise dans la polémique, là, si je peux dire. Donc, est-ce que vous, Nicolas Klein, vous voyez vraiment une crise diplomatique s'amplifier ou finalement on est devant une sorte de joute politique qui est relativement superficielle et dans laquelle finalement les gens s'amusent un peu, là, si je peux dire? Oh, je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Je pense que Javier Milei s'amuse beaucoup. Effectivement, il aime être dans la confrontation, voilà, c'est le personnage. C'est-à-dire que ceux qui l'apprécient, apprécient ce côté-là et ceux qui ne l'apprécient pas, n'apprécient pas ce côté-là non plus. Alors, il faut quand même être clair. Au départ, voilà, on pense qu'on veut de Javier Milei, hein, mais bon, il a été élu président de l'Argentine de façon démocratique. Il n'a pas fait de coup d'État, donc c'est un partenaire, voilà, sur la scène internationale et puis pour l'Espagne, l'Amérique latine est un champ de projection, de sa politique étrangère important. Au tout départ, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est vrai que Pedro Sánchez, qui est lui de tendance de gauche, n'est pas très attiré par les idées de Javier Milei, ce qu'on peut comprendre. Mais voilà, c'est son partenaire sur la scène internationale, c'est comme ça. Au tout départ, c'est un des ministres, du gouvernement Sanchez, Oscar Puente, qui lors d'un discours, comment je veux dire? Officiel, hein, devant des caméras, devant des journalistes, au moment d'une convention socialiste, a expliqué qu'il pensait que Javier Milei prenait des substances illicites et que ça expliquait son comportement et ses idées. Si vous voulez, Oscar Puente peut ne pas apprécier les idées de Javier Milei, hein, là n'est pas la question. Mais disons que c'est vrai qu'en diplomatie, c'est pas le plus conseillé comme genre de déclaration, pour le dire gentiment. Alors évidemment, Javier Milei, le gouvernement argentin a réagi assez négativement. Il se trouve que, au lieu de faire amende honorable, au lieu de désavouer ce ministre, Oscar Puente, Pedro Sánchez, a laissé faire et a même soutenu, Oscar Puente. Ça, c'est la première phase. Au bout de peut-être 2 3 semaines de tensions un peu diplomatiques autour de ces déclarations-là, le gouvernement argentin a un peu passé l'éponge et, comme on dit en espagnol, peilillos a la mar, hein, a vraiment dit: «Bon, bah, c'est tout, on passe, outre cette idée-là et on reprend nos relations diplomatiques telles qu'elles étaient avant». Et puis il se trouve qu'il y a eu une 2e couche sur la crise diplomatique.
Parce qu'effectivement, heu, il y a eu de nouveau des déclarations un peu, inappropriées, un peu malheureuses de la part du gouvernement espagnol sur Javier Milei et à ce moment-là, Javier Milei a réagi en évoquant effectivement l'affaire de l'épouse de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ce qu'il faut savoir, c'est que son épouse est actuellement sous le coup d'une enquête judiciaire préliminaire pour trafic d'influence et corruption dans les affaires, tout ça étant évidemment à prendre au conditionnel, hein, puisque on en est encore à l'enquête judiciaire préliminaire, hein. Il y a même pas eu encore de jugement pour le moment, de procès. Donc Javier Milei a fait référence directement à ça, ce qui n'a pas plu à Pedro Sánchez. Alors on peut le comprendre certes, mais enfin bon, Javier Milei a répondu finalement au gouvernement Sánchez et Pedro Sánchez a décidé d'en faire une affaire d'État en fait, comme si sa femme était une représentante officielle de l'État espagnol, ce qu'elle n'est pas. Elle n'est entre guillemets que son épouse. Qu'il prenne mal des déclarations, heu, comment dire? Peu élogieuses à l'égard de son épouse, ça c'est logique, mais elle n'a pas de fonction officielle. Elle ne représente pas l'État espagnol Mhm. et donc en fait, le gouvernement espagnol a décidé ni plus ni moins que de rappeler, l'ambassadrice, je crois que c'est une femme, d'Espagne en Argentine, a décidé de la rappeler en Espagne, voilà. Donc c'est quand même une rupture diplomatique forte, hein. Le rappel d'ambassadeur, c'est pas neutre, ce ne sont pas que des déclarations, il y a quand même une décision qui est assez forte. Javier Milei, s'est rendu une première fois à titre officiel en Espagne. C'était au moment de la Pentecôte, peu avant la Pentecôte. Il s'est rendu à la grande convention annuelle de Vox. Donc, c'est une convention annuelle qui s'appelle Viva, suivie du nom de l'année. Donc là, c'était Viva 2024, hein, 2024, qui servait un petit peu pour, lancer la campagne des élections européennes pour Alors Vox. qu'il était déjà président. Oui, il était déjà président, oui, oui, on parle de cette année, hein. On parle de Donc, cette année, je ne vais oui. pas vous interrompre, mais ce qui veut dire quand même que Javier Milei embrasse quand même un rôle de militant, là. Normalement, un président, peut-être qu'on s'attendrait à ce qu'il ne fréquente pas des partis politiques très précis, là. Reste que c'est un geste militant qui peut être perçu comme une provocation forcément par la gauche espagnole. Oui, alors il y a de ça aussi. Comme je le disais, Javier Milei, il vit beaucoup par la confrontation idéologique, il est beaucoup dans l'affrontement, culturel vis-à-vis de la gauche en général ou de ce qu'il pense être la gauche. Donc oui, le gouvernement espagnol n'a pas dû prendre très bien non plus cette présence de Javier Milei à la grande réunion publique du parti qui est considéré comme étant à l'extrême droite ou à la droite radicale. Il y a ça aussi effectivement. De la même façon que, en fait, en se rendant à l'invitation d'Isabel Díaz Ayuso, il a fait aussi un acte idéologique en réalité. Il avait tout à fait l'intention de transformer cette remise de médaille en une espèce de, réunion publique contre la gauche, alors pas seulement espagnole, hein, mais contre la gauche en général et il savait qu'Isabel Díaz Ayuso ferait de même. Là aussi, il y avait un jeu de leur part à tous les 2, hein, très clairement. Mais ça plaît à Javier Milei et voilà, il vit sa politique comme ça. Alors, c'est pas toujours très adroit sur le plan international, ça c'est clair. On l'a constaté, hein, vous en parliez aussi avec Gustavo Petro, il a des déclarations, tout de même pas toujours très adroites vis-à-vis de ses homologues sur la scène Et latino-américaine. C'est ce que je puis disais tout évidemment, à l'heure, ça. il oui, oui? Oui, oui, ben son positionnement aussi très clair pour Israël, hein, c'est-à-dire Mmh. que l'alignement de Buenos Aires sur Tel Aviv, d'une certaine façon, depuis l'arrivée de Milei, Mmh. disons, heurte, disons, l'opinion publique latino-américaine, enfin la gauche, si je peux Mmh. résumer. Donc, c'est sûr que ce parti pris, si je peux dire, pour Israël, lui vaut aussi bien, bien, bien des désaccords là, très forts en Amérique latine. Donc, ça aussi, on peut se demander. Bon, on sait que Javier Milei se serait lui-même peut-être converti au judaïsme de manière un peu cachée. Mmh. Là, c'est pas tout à fait C'est ce qui se clair. dit. C'est ce qui se dit. Donc, ce qui lui Bon, vaut ça aussi. après, c'est sa vie privée, hein, ça le regarde. Oui, oui, tout Mais à il fait. mais il est vrai que On peut se demander quand même, vous dites, bon, sur le plan international, est-ce que c'est à droit ou pas? Bien, je ne sais pas si c'était nécessaire dans le contexte actuel argentin que de s'aligner à ce point-là sur Israël aussi rapidement pour évidemment s'aliéner un certain nombre d'acteurs dans la région, mais je pose la question, je ne pose pas de jugement là-dessus. Donc, Nicolas Klein, donc vous dites quand même, vous parlez de rupture diplomatique forte, mmh, quand même, c'est pas rien.
Et où en étaient, avant cette rupture diplomatique forte, les relations entre l'Espagne et l'Argentine, des pays évidemment connus pour entretenir depuis longtemps quand même des liens culturels et économiques assez forts. Alors, les relations étaient bonnes. Elles étaient d'autant meilleures que, avant Javier Milei, le président argentin, c'était Alberto Fernandez, donc un péroniste de gauche modéré, on va dire. Depuis le début des années 2000, globalement, le péronisme de gauche plus ou moins modéré domine sur la scène politique en Argentine. L'élection présidentielle de l'année dernière, de 2023, a marqué une rupture sur ce plan-là, avec la victoire très nette de Javier Milei au second tour face au candidat péroniste Sergio Massa. Donc Pedro Sánchez, notamment, avait des bons rapports avec le président argentin précédent, Alberto Fernandez, et avec sa vice-présidente, Cristina Fernández de Kirchner, qui elle-même avait été présidente dans les années 2000-2010, 2007-2015, si ma mémoire est bonne. Les relations entre les deux hommes étaient bonnes sur le plan idéologique et même sur le plan personnel, d'ailleurs, à tel égard qu'Alberto Fernandez avait annoncé quelques jours avant de quitter officiellement la présidence de l'Argentine, avant de passer le pouvoir à Javier Milei, qu'il allait s'installer, ce qu'il a fait, hein, qu'il allait s'installer à Madrid pour y vivre. Et ce qu'il a effectivement fait après avoir quitté la Casa Rosada, donc le siège de la présidence argentine. Donc les relations étaient très bonnes. Et d'ailleurs, l'Argentine, c'est probablement un des pays latino-américains les plus proches diplomatiquement de l'Espagne depuis plusieurs décennies. Il ne faut pas oublier que l'Argentine était, après la Seconde Guerre mondiale, un des très très rares pays au monde à reconnaître la dictature franquiste, à reconnaître Franco comme le chef d'État légitime en Espagne. Juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait, à ma connaissance, que 3 États qui le faisaient: la Suisse, l'Argentine et le Vatican. Tous les autres États, notamment latino-américains, ont continué pendant plusieurs années, parfois jusqu'à la fin de la dictature franquiste, hein, dans le cas du Mexique, à ne pas reconnaître la dictature franquiste comme la forme de l'État légitime de l'Espagne et à continuer à reconnaître les autorités républicaines en exil comme les seuls dépositaires de la légitimité institutionnelle et politique espagnole. Mais pas l'Argentine, et notamment pas l'Argentine de Juan Domingo Perón, d'accord, qui a été président en Argentine durant un premier temps dans les années 40-50 et ensuite au début des années 70, un peu plus brièvement. Mais Et c'est notamment, intéressant. ouais, Allez-y, oui, allez-y. Ouais. non, je disais, voilà, en 47, Eva Perón, donc la femme de Juan Domingo Perón, qui avait un rôle politique extrêmement important en Argentine, a effectué un séjour d'une petite vingtaine de jours en Espagne, où elle avait été invitée par Franco, où elle a été très bien reçue, dans le cadre, en fait, d'accords, commerciaux et notamment d'accords agricoles entre l'Espagne et l'Argentine. L'Argentine de l'époque, est une très, très grande puissance agricole sur la scène internationale et l'Espagne, fin des années 40, a besoin, en fait, de livraison, notamment de céréales. Et donc, Eva Perón se rend en 47 à Madrid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, lorsque Juan Domingo Perón est renversé du pouvoir une première fois au milieu des années 50, il a un exil dans plusieurs pays latino-américains, au Paraguay, au Panama, et cetera. Mais sur les 18 années qu'il passe en exil, il en passe, si ma mémoire est bonne, 12 en Espagne, où il fixe sa résidence justement à Madrid, dans un quartier qui s'appelle Puerta de Hierro. Et donc les relations entre l'Espagne et l'Argentine sont historiquement bonnes, hein. Là, on est plutôt sur une rupture effectivement d'une relation qui traditionnellement était, très, comment dire? Heu, très fluide. Organique, Mmh. naturel. Donc, c'est intéressant, très intéressant, vos rappels historiques. Et justement, est-ce que le souvenir de cette Argentine qui reconnaissait la dictature franquiste peut alimenter une perception, disons, une réaction presque, comment dire, une réaction très forte de la gauche? En général, est-ce que ça vient réanimer, raviver, c'est-à-dire un souvenir plus ou moins douloureux que de voir cette droite argentine venir serrer la main de la droite espagnole? Est-ce que c'est évoqué dans la presse, ce que vous venez de mentionner, ou ça ne fait pas partie du débat? Non, ça fait pas tellement partie du débat, je pense, parce que c'est un peu lointain maintenant. Ouais, OK. C'est quand même une époque très différente. Le franquisme n'existe plus en Espagne. L'Argentine s'est aussi profondément transformée. Elle a traversé 2 dictatures, une dans les années 50, une dans les années 70-80. Je pense que pour beaucoup d'acteurs, c'est très lointain. En fait, la gauche espagnole perçoit plutôt Javier Milei comme
un des représentants d'une forme de droite dure internationale dans laquelle elle met volontiers Donald Trump, dans laquelle elle met volontiers Giorgia Meloni en Italie, dans laquelle elle met volontiers les autorités hongroises ou l'ancien Premier ministre polonais, et une espèce d'extrême droite internationale qui viendrait soutenir une forme d'extrême droite espagnole, finalement, pour l'aider à reconquérir ou à conquérir le pouvoir. C'est plutôt comme ça que les choses sont vues. Je pense que le souvenir de Perón reconnaissant l'Espagne franquiste ne pèse pas beaucoup là-dedans. Parce D'autant que que, d'autant que, en réalité, la gauche espagnole soutient le péronisme actuel en Argentine, donc il serait malvenu de critiquer Perón dans ce cadre-là. ouais, c'est de bonne guerre. Mais je dis ça parce qu'en Amérique latine, c'est pas très long que les références historiques au fascisme ou à la dictature, aux dictatures, aux généraux, etc., reviennent. Hein. Ces références reviennent constamment. Donc, c'est un schème très classique en Amérique latine. Bolsonaro est associé évidemment aux généraux. Bon, il en aurait défendu un certain nombre. En Argentine, enfin, c'est un réflexe en fait qu'on voit dans les médias. On revient systématiquement aux heures les plus sombres, si je peux dire. Donc, Javier Milei a été lui-même accusé dans la presse de gauche latino-américaine d'être complaisant finalement envers l'époque. Les époques de régime dictatorial en Argentine, etc. Donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que finalement, on revient souvent et ça dénote aussi encore la polarisation quand même qu'on peut observer encore en Amérique latine. Oui, elle est très forte cette polarisation aussi en Espagne et d'une certaine façon, alors à des échelles diverses et à des degrés divers, mais d'une certaine façon et ça je pense que, nos spectateurs francophones ne s'en rendent pas forcément compte. Je crois qu'en Espagne, la politique intérieure des différents pays latino-américains est très observée et très scrutée et que finalement la polarisation politique latino-américaine alimente la polarisation politique espagnole, alors qu'il y a aussi ses propres, problématiques bien sûr, hein, et qu'inversement, la polarisation politique espagnole parfois alimente aussi la polarisation politique latino-américaine. Et très clairement, il y a des pays pour lesquels les élections sont presque, alors j'exagère un tout petit peu, mais à peine, vécues comme des élections intérieures espagnoles. Les élections argentines de 2023 ont été très scrutées en Espagne parce que justement, on avait un affrontement très marqué de 2 modèles différents qu'on interprétait en Espagne comme un affrontement de 2 modèles aussi qu'on retrouve en Espagne également. Donc je crois que, sur ce plan-là, Heu, Javier Milei, c'est quelqu'un que beaucoup d'Espagnols situent bien politiquement, qu'ils l'apprécient ou qu'ils ne l'apprécient pas. Alors Javier Milei, c'est clairement une référence pour un certain nombre de militants de droite en Espagne, de gens qui se définissent eux-mêmes comme libéraux, Intéressant. heu, voilà et qui voient en Javier Milei, alors peut-être pas sur toutes ses propositions, mais en tout cas sur une partie d'entre elles, qui voient en lui, notamment sur l'économie, je pense que c'est ce qui intéresse le plus, qui voient en lui un modèle à suivre pour l'Espagne, très clairement. Si je puis me permettre cette incise sur les élections européennes. Ce qui s'est passé en Espagne était assez intéressant parce qu'on a eu une plateforme politique qui était inconnue avant les élections européennes du mois de juin, de début juin, du 9 juin si je me souviens bien. Une plateforme, donc politique, idéologique, placée très à droite dans l'échiquier politique, qui se définit volontiers comme libérale aussi en matière économique, qui s'appelle Se acabó la fiesta, littéralement la fête est finie. Donc c'était une plateforme inconnue avant ces élections européennes, menée par un activiste, un youtubeur, très connu sur les réseaux sociaux au sein de son public, qui s'appelle Albice Pérez, un espagnol, hein, un sévillan pour être précis. Et Albice Pérez a parmi ses référents internationaux Javier Milei. Il a aussi Nayib Bukele pour la politique sécuritaire au Salvador. Donc je Ouais, pense ouais. que vraiment la politique intérieure latino-américaine nourrit aussi la politique intérieure espagnole. C'est en partie dû à la présence d'une diaspora latino-américaine importante en Espagne. Ça, je pense qu'indéniablement, ça joue un rôle. Mais je crois que c'est dû aussi plus largement aux liens diplomatiques, culturels qu'il y a avec l'Amérique latine, où effectivement, on voit comment il y a eu une forme d'influence réciproque dans la politique, dans la façon dont elle se vit. Alors, il y a aussi des malentendus, je pense, des 2 côtés parce qu'en fait, on garde quand même aussi des référents nationaux.
des référents historiques propres. Et parfois, on va avoir tendance à interpréter tel ou tel parti politique, telle ou telle proposition, telle ou telle personnalité en fonction de ses référents propres, sans se rendre compte que les cadres idéologiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas de mouvement politique comparable au péronisme en Espagne, par exemple. Mais on voit que ça influence réciproquement. Et c'est quelque chose que moi je vois beaucoup moins pour la France, en fait. C'est-à-dire que en France, la politique de la Belgique, du Québec, de la Suisse, des pays francophones d'Afrique, on la connaît infiniment moins et elle nous influence infiniment moins aussi. Alors qu'on a aussi une diaspora finalement, par exemple, d'Afrique francophone, hein, en France. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup moins marqué. C'est ça, c'est pour que nos auditeurs saisissent bien, les liens entre l'Espagne et l'Argentine sont plus forts que les liens entre la France et le Québec, finalement, même Oui, si c'est un peu difficile à imaginer pour certains de nos auditeurs, bon, de tendance francophile, etc. Mais force est de constater et d'admettre que les liens entre le Mexique, aussi un pays comme le Mexique et l'Espagne, sont plus forts que les liens entre le mmh, Québec et la France, ça indéniablement, oui. malgré la présence du mouvement décolonial, parce que j'en viens au concept d'ibérosphère. Bon, un concept qui désigne finalement cette ère civilisationnelle large qui englobe toute l'hispanité. Et c'est un concept qui est critiqué en Amérique latine pour faire dans ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'à gauche, au Mexique, on va dire que c'est un concept, et c'est un concept, je pense, promu par Vox, qui vise à insister finalement sur ces influences réciproques que vous décrivez, etc. Donc, est-ce que la visite éclair de Milei en Espagne vient conforter un peu cette notion d'ibérosphère, selon vous, Nicolas Klein? Alors je pense, oui. Alors là, comment dire? On est dans le versant idéologique, d'une forme d'ibérosphère ou d'hispanité, effectivement. Alors vous avez raison de dire que cette notion d'hispanité, en fait, est critiquée depuis à peu près 4, 5 décennies par, toute une partie de la gauche latino-américaine. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, Juan Domingo Perón, qui est revendiqué par toute une partie de la gauche argentine aujourd'hui, était un fervent soutien, des liens entre l'Espagne et l'Argentine, des liens entre l'Espagne et l'Amérique latine, et il n'avait pas du tout la vision négative de la colonisation espagnole en Amérique que peut avoir aujourd'hui la gauche latino-américaine. Donc là aussi, il y a des évolutions historiques, hein, et idéologiques. Mais je pense qu'effectivement, la visite de Javier Milei en Argentine est une illustration parmi d'autres, d'une forme d'hispanité. Hispanité d'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire, comment dire? Concorde et union, sans aucune ombre au tableau. On peut faire partie de la même famille et se chamailler, se disputer, hein, ça c'est tout à fait naturel. Et je pense que la visite de Javier Milei et on va dire les tensions diplomatiques entre l'Argentine et l'Espagne depuis quelques semaines, illustrent bien finalement l'idée que, Heu, on ne peut bien se disputer que parce qu'on appartient à une forme de même famille. Je pense que ça montre ça aussi. Alors évidemment, c'est une idée, je le reprends, hein, je reprends cette idée que cet élément que vous avanciez, c'est une idée qui n'est pas forcément populaire dans tous les courants idéologiques latino-américains, ni espagnols d'ailleurs, hein. C'est une idée qui est critiquée aussi à gauche en Espagne. On a les mouvements notamment indigénistes en Amérique latine, mais en Espagne, par exemple, Podemos et son successeur sur la scène politique, espagnole, Sumar, donc des coalitions de gauche radicale, sont critiques vis-à-vis de l'idée d'hispanité telle qu'elle a été développée jusqu'à présent. Ça c'est très net effectivement, mais je pense que la visite de Javier Milei, voilà, nous rappelle ces liens-là. Excellent. En terminant, peut-être nous décrire les principales lignes de fracture entre la gauche et la droite en Espagne. Sur quel thème on se dispute le plus? Je sais qu'il y a eu évidemment la question trans, notamment, mais c'est ça, les principales lignes de fracture entre la gauche et la droite en Espagne. Alors, je pense qu'il y a d'abord une ligne de fracture très nette sur la question territoriale en Espagne. En fait, il est très difficile et pour ne pas dire impossible, d'analyser la politique espagnole sans comprendre les, affrontements aussi territoriaux qui, rebattent les cartes idéologiques et qui, à mon avis, ont tendance à brouiller aussi les cartes idéologiques classiques. Quand je parle de fracture territoriale, je parle principalement, mais pas seulement, de la question séparatiste en Catalogne. Où la gauche, globalement, est dans une politique qui se veut une politique d'apaisement,
de pacification, de concorde, de dialogue, en disant voilà, effectivement, il y a eu en 2017 un point culminant, un référendum indépendantiste, une tentative de séparation de la Catalogne promue par les autorités régionales. On va tenter en fait de renouer les liens par, le dialogue, par des concessions accordées aux formations séparatistes catalanes. Des concessions, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment l'amnistie des anciens dirigeants séparatistes catalans qui avaient été jugés et condamnés en 2019 pour le référendum du 1er octobre 2017. Ça veut dire aussi, par exemple, hem, de nouvelles compétences fiscales ou économiques accordées à la Catalogne. Alors que la droite, elle, est plus sur une politique plus intransigeante, plus dure. Alors là aussi, il y a de différents courants dans la droite, hein, mais pour le simplifier, une politique plus intransigeante vis-à-vis de ces anciens dirigeants séparatistes en disant: «Ce qu'ils ont fait est grave, il n'y a pas de raison de le leur pardonner». L'autre, alors je parle de la Catalogne, c'est valable pour d'autres régions espagnoles, mais disons que là, c'est le gros morceau, hein, c'est le plat principal, Ouais, comme on ouais. dit. L'autre grosse ligne de fracture, ça va être la politique économique. Alors ça, c'est un peu plus classique, hein, on le retrouve dans de nombreuses oppositions droite-gauche dans le monde et en particulier en Occident, entre politique de l'offre et politique de la demande. Est-ce qu'on a une politique sociale plus généreuse, où on va notamment favoriser la demande économique pour soutenir l'économie, ce qui veut dire, une redistribution fiscale plus forte, qui veut dire aussi davantage d'impôts. Ça, c'est globalement la vision traditionnelle de la gauche. Ou bien une politique de l'offre, donc moins d'impôts, plutôt une politique pro-entreprise, une politique pro-liberté d'entreprendre, une politique moins généreuse sur le plan social, ce qui est un peu la vision classique de la droite. Là, c'est aussi une ligne de fracture importante. Et puis on a aussi des questions plus sociales. Vous parliez de la question, transgenre. Alors je pense qu'il faut le replacer cette question-là dans un affrontement plus général, autour de la question en fait des minorités et des droits individuels, notamment des droits liés à la question des identités et notamment des identités perçues. Où effectivement sur la question transgenre par exemple, la gauche, notamment la gauche radicale espagnole, hem, a promu, ce qu'on appelle la Ley Trans en Espagne, qui est une loi par laquelle notamment, on peut, faire changer, son genre à l'état civil, sans avis médical, sans passer par une transition de genre plus classique qui serait celle donc par notamment des opérations chirurgicales, de la prise d'hormones. Ça c'est quelque chose qui a été très promu par la gauche, qui a donné lieu à cette loi, à cette Ley Trans. Hem, que la droite critiquait, que la droite continue de critiquer. Alors pas que la droite d'ailleurs, il y a toute une partie du féminisme espagnol qui s'oppose à cette loi en estimant qu'en fait ça efface le genre féminin, que ça brouille les pistes au détriment des femmes. C'est ce que les adversaires de ce féminisme-là appellent les mouvements, trans exclusifs ou trans excluants. Ouais, ouais. Donc là aussi, c'est intéressant parce que quand on dit la droite s'y oppose, c'est vrai, mais pas que la droite, hein. Il y a aussi une partie du féminisme Non, non, tout à fait. identifiée à Puis on a gauche qui s réussi, ouais. on a reçu Marguerite Stern qui a écrit Mmh. un livre, la co-auteure d'un livre, effectivement, qui se positionne comme féministe opposée à ce brouillage des frontières, finalement. Mmh. Euh, mais poursuivez votre idée, oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux pays en réalité, cet Oui, affrontement oui. au sein du féminisme sur la question de l'identité sexuelle et de, la question trans, en fait. On a eu, des personnalités au sein du Parti socialiste, espagnol, qui sont des référents du féminisme qui étaient opposés à cette loi. Alors c'était pas, c'était pas une partie majoritaire du Parti socialiste, mais ces voix existent quand même. Donc c'est un peu plus compliqué qu'une opposition gauche-droite, mais si on veut schématiser dans le cadre de votre question, il y a aussi des oppositions sur le plan effectivement social, sur, l'actuelle vague de féminisme par exemple, sur l'immigration, Mais heu l'immigration, bien sûr, les migrants quand même, mmh, parce qu'on sait le détroit de Gibraltar, bon, beaucoup de migrants passent par mmh, là. Donc, c'est une question qui est sensible. Évidemment que mmh, l'Espagne, on le sait, a été plusieurs, quelques siècles musulmane, hein, du mmh. moins ce qui a donné lieu évidemment à l'Andalousie, tout ça. Donc, la question migratoire actuellement, la sentez-vous aussi explosive que quelques années, oui?
Oui, je pense que ça reste une question importante en fait, notamment parce que depuis 2 ans et demi, on a vraiment des flux migratoires très importants vers les Canaries. Pour que vos spectateurs comprennent bien, il y a effectivement le détroit de Gibraltar qui, dans sa partie la plus étroite, ne mesure que 14 kilomètres. Alors c'est un passage très dangereux, hein, sur le plan de la navigation. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui y meurent aussi, hein, en tentant de rallier l'Europe depuis l'Afrique. Mais c'est un point finalement, assez étroit. Donc ça laisse de l'espoir à un certain nombre de migrants, et malheureusement aussi ça nourrit beaucoup de trafic, hein, de passeurs. Mais vous avez aussi les îles Canaries, donc qui forment une des régions, une des communautés autonomes espagnoles, qui géographiquement se trouve en Afrique, qui se trouve au large du Maroc. Alors là, la distance entre les îles Canaries et les côtes marocaines est quand même plus importante, mais on assiste, c'est pas une nouveauté complète, c'était déjà arrivé, hein, par le passé, mais on assiste depuis 2 ans et demi, à un regain extrêmement marqué des flux migratoires illégaux entre les côtes marocaines et les îles Canaries. Alors quand je dis entre les côtes marocaines et les îles Canaries, il n'y a pas que des Marocains qui cherchent à rallier les îles Canaries, hein, il y a aussi des, des habitants d'autres pays d'Afrique, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui tentent de rallier l'Europe par les îles Canaries. Les îles Canaries, là, sont vraiment en première ligne et c'est une préoccupation très importante des autorités régionales, qui sont débordées, qui sont très clairement débordées. Et évidemment, la droite espagnole, et plus on va à droite, plus c'est marqué. La droite espagnole fait aussi de la lutte contre l'immigration illégale un de ses chevaux de bataille, très clairement. Très, très clairement. Donc, ça, c'est aussi une ligne de fracture importante. On l'a constaté, y compris à l'échelle régionale, par exemple. La Catalogne a voté, hein, le 12 mai dernier pour son parlement régional. Et lors de ces élections régionales, une des questions centrales, qui était un peu moins présente, lors des précédents scrutins, c'était la question de l'immigration. Et on a vu, hein, sur les 2-3 dernières années, des partis politiques de droite en Catalogne, séparatistes ou non séparatistes, s'emparer très clairement de la question et en faire un argument de campagne. Alors, on a la droite séparatiste classique, d'Ensemble pour la Catalogne, qui en a beaucoup parlé. On a Vox, bien sûr, mais on a aussi une formation politique un peu nouvelle, très séparatiste, mais aussi très anti-immigration, qui a obtenu, si je ne me trompe pas, 2 sièges au parlement régional catalan, qui s'appelle Alliance Catalagne, qui est dirigée par, une femme qui est la maire d'une commune de Catalogne qui s'appelle Ripoll, qui elle est très, très opposée à l'immigration. Donc, on a Et une droite catalane en émergence, là, parce qu'on sait oui, que oui, oui. le mouvement catalaniste, je sais pas, bon, et sécessionniste catalan était quand même bien représenté à gauche, hein, ce que j'avais compris. On Ou... avait quand même une droite classique aussi, hein, ça Oui, OK. il faut Ouais, pas ouais. l'oublier. On avait une droite classique aussi, justement Ensemble pour la Catalogne, qui est le parti de Carles Puigdemont, l'ancien président, séparatiste catalan, celui qui a fui en Belgique. Mais c'est vrai qu'on l'a vu se renforcer, sur la question notamment migratoire, et on a vu l'émergence de ce parti Alliance catalane qui est séparatiste de façon radicale, mais aussi très anti-immigration. Il y a beaucoup de déclarations de la maire de Ripoll, hein, Silvia Oriols, qui est la chef de ce parti, qui sont des déclarations à la limite, voire pour certains ouvertement xénophobes. Donc cette question-là, en fait, elle a fini par être assez transversale au sein de la politique catalane et par concerner aussi bien des partis séparatistes que non séparatistes, ce qui est intéressant parce que ce n'était pas forcément une question aussi centrale il y a encore 5 ans dans le débat régional catalan. Donc on voit que ça pèse au niveau national espagnol, mais on voit à travers l'exemple des Canaries, au travers l'exemple de la Catalogne et de bien d'autres régions espagnoles que, à l'échelle régionale, ça a aussi comment dire? Une incidence. Résonance très forte. Oui. Nicolas Klein, ça a été très intéressant. On espère vous avoir à une autre occasion pour analyser euh, un enjeu d'actualité qui touche l'Espagne. On rappelle que vous êtes hispanologue, donc vous êtes spécialiste de l'Espagne basé en France. Un grand merci d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Merci à vous.